L'adolescent, l'adolescence, période merveilleuse, pleine de possibles, pleine de désirs, pleine de devenir. L'adolescence, vraiment, c'est ce passage entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Et c'est à la fois merveilleux, plein de découvertes, plein de réalisations. Et souvent, l'adolescence, c'est une période qui se passe très très bien. Beaucoup d'adolescents vont très très bien. Mais il arrive aussi que certaines adolescences soient plus difficiles à vivre. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de tout, des caractéristiques de l'adolescent. Et puis, petit à petit, de comment finalement parler avec un adolescent, comment être en relation avec un adolescent, et puis peut-être plus tard voir quelles sont les difficultés spécifiques que peut traverser un adolescent et essayer de donner quelques remèdes, quelques idées pour que ça se passe beaucoup mieux. Donc commençons par ces caractéristiques. L'adolescence, donc, c'est un passage et c'est un entre-deux où vraiment il y a comme une recherche entre un monde connu qui était celui de l'enfance où il y avait une certaine sécurité. L'enfant ne se pose pas tellement de questions. Finalement, l'enfant, c'est son monde du moment, papa, maman, le monde est connu, le monde est assez simple. Et puis, l'adolescence, il y a plein de choses qui bougent, qui changent. La voix de l'adolescent change, son corps s'étire, a beaucoup plus de possibilités. Les hormones changent, le fonctionnement du cerveau évolue beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités nouvelles chez cet adolescent. Et il y a donc à la fois le besoin d'être encore dépendant des parents, parce que c'est super important. On sait bien à cet âge-là qu'on n'est pas encore capable d'assumer tout soi-même, mais on se sent à la fois capable de commencer à prendre des responsabilités, de s'engager, d'avoir des idées, de pouvoir les défendre, de pouvoir se prendre en charge pour beaucoup de choses. Et donc, ça peut créer entre les adultes responsables de cet adolescent et l'adolescent des difficultés de communication que j'entends souvent dans mon cabinet. Et je trouve que ça serait super intéressant et super facile, en fin de compte, de clarifier certaines choses pour trouver des solutions très agréables pour les uns et pour les autres, et de justement favoriser la possibilité pour cet adolescent qui a tellement de désir de s'épanouir à son rythme, et tout en faisant évidemment attention. Continue. Et tout en faisant en sorte que les adultes responsables de cet adolescent se sentent eux aussi suffisamment sécurisés parce qu'ils ont la charge de cet adolescent et que légitimement ils ont aussi envie que ça se passe bien pour lui. Mais voilà, il y a souvent une espèce d'incompréhension et on pourrait essayer de clarifier un petit peu les choses. Donc cet adolescent, il a été auparavant donc un enfant, et un enfant, il y a une étymologie latine qui est très intéressante. Infant, c'est celui qui se tait. Et l'adolescent a plein de choses à dire, justement. Et comment on va l'écouter? Encore une fois, l'écouter ne signifie pas lui obéir. Écoute-moi, ça ne signifie pas fais ce que je te dis. Mais écoute-moi, c'est comprends ce que j'ai besoin que tu comprennes, de la légitimité de mon ressenti, etc. Donc, cet adolescent, il est aussi dans une période où vraiment il y a une recherche d'identité. Et jusqu'à présent, l'enfant
était beaucoup dans l'identification. C'est-à-dire qu'il va, l'enfant, s'identifier, il va faire comme papa, comme maman, par rapport à papa, par rapport à maman. C'est-à-dire que ses repères, sa pensée, ses choix, ses goûts, etc., sont très 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 influencés par, finalement ses origines, par l'endroit où il a été mis au monde finalement. Hein. Et puis, à l'adolescence, ce jeune se rend compte quand même qu'il n'a plus seulement le cocon familial, mais qu'il va aller chercher son identité dans le monde, puisqu'il commence à sortir seul, il commence à avoir des amis qui ne sont plus ceux seulement que de ses parents ou de l'école, etc. Il va s'affilier, donc il va chercher son identité par l'affiliation, alors que dans un premier temps, son identité était construite par identification et par la filiation. Il y a quelque chose qui est naturel, qui est normal, qui est indispensable, et s'il y a trop de pression de l'adulte qui souhaite contrôler encore comment cet adolescent va évoluer, eh bien il peut y avoir vraiment à ce moment-là un conflit, parce que l'adolescent explore tout un tas de possibles, et c'est normal, c'est naturel, et l'adulte veut limiter ces possibles, et c'est normal et c'est naturel aussi, mais je crois qu'on pourrait trouver beaucoup de solutions dans la manière de communiquer ensemble, parce que chacun est légitime, mais en même temps, ça peut créer des conflits graves. Alors cette double vision des choses par rapport à ce besoin d'indépendance et en même temps ce besoin de sécurité que vit l'adolescent, il y a un livre qui a été écrit par Donatella Caprioglio, et rien que le titre dit tout. Le titre c'est « Va-t'en mais reste encore ». Et ça peut être vécu par l'adolescent. Va-t'en, fiche-moi la paix, laisse-moi décider. Mais pas trop loin, comme ça au moins si j'ai besoin de toi, tu es encore là. Et puis ça peut être vécu aussi par l'adulte, qui dit, allez, maintenant tu peux, allez, dégourdis-toi, etc. Mais reste encore à la maison, reste encore sous mon regard, ou reste encore dépendant de moi. Et finalement, plus il y a de liens serrés sur ne va pas trop loin, si l'adulte veut empêcher justement, il ne trouve pas la juste mesure de cette liberté à donner à l'enfant au fur et à mesure, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes, parce que justement, alors c'est très subtil, c'est très subtil. Il faut trouver ce qui est la bonne dose, ni trop, ni pas assez, voilà, juste la dose qui va faire en sorte que chacun va pouvoir vivre ce moment simplement. Parce que l'un des besoins fondamentaux de l'enfance, hein, on le sait vraiment, c'est l'attachement sécure. L'enfant a ce besoin fondamental de sécurité. C'est-à-dire que, je parle de l'enfant jeune, si cet enfant jeune ne sent pas que papa et maman sont là, solides, capables de l'aider à résoudre ses problèmes, capables de résoudre ses problèmes quand lui-même ne peut pas du tout le faire, etc. Si l'enfant sent que ses parents ne vont pas le laisser tomber, ne vont pas lui faire vivre cet horrible sentiment que procure l'abandon, à ce moment-là, l'enfant peut, vous voyez, être dans un étayage suffisant pour construire sa vie sur des fondations solides, parce que, ça ne veut pas dire rigide bien sûr, parce qu'il se sent vraiment en sécurité. Et donc, il y a une notion que j'aime bien aborder qui est aussi le détachement sécure. C'est-à-dire qu'après cet attachement sécure, comment les adultes vont permettre à l'adolescent de se détacher en sécurité. Et là, souvent,
on essaye de moraliser l'adolescent, en lui disant « mais enfin tu devrais bien comprendre que, etc. » Mais enfin, et on oublie trop souvent que le cerveau de l'adolescent n'est pas encore mature. Cette idée est bien passée pour l'enfant. On sait maintenant, c'est très répandu après la diffusion qu'en a faite Catherine Guéguen, entre autres, et on sait très bien aujourd'hui que la maturité du cerveau de l'enfant est encore tellement fragile que l'enfant n'a pas les possibilités de vraiment réfléchir. Il est capable d'éprouver, il est capable de parler, mais il ne sait pas dire ce qu'il éprouve. Et donc, pour l'enfant, ça passe bien. Mais on oublie trop souvent que le cerveau de l'adolescent n'est pas non plus mature. Les travaux montrent qu'il n'est pas mature avant 20 ans. Certaines études disent même 25 ans. Et quand on demande à un adolescent de 12, 13, 14 ans d'être grand, de réfléchir, mais enfin, soit réfléchi un peu, eh bien on lui demande juste quelque chose qui est impossible pour lui. Les connexions, les synapses, etc., c'est pas encore en état de fonctionnement optimal. Et c'est toujours l'adulte qui devrait pouvoir trouver la juste mesure au lieu de la demander à l'adolescent. On demande, à mon avis, aux adolescents des choses qu'ils ne sont pas encore capables de faire. De la même manière, ils ne peuvent pas encore soulever un poids qu'un adulte peut soulever, eh bien, il ne peut pas réfléchir aussi efficacement qu'un adulte peut réfléchir. Ça ne veut pas dire que l'adulte a raison, ça veut dire que simplement les capacités de réflexion ne sont objectivement pas les mêmes. Et souvent, l'adulte attend des solutions de l'adolescent. C'est là qu'il peut y avoir erreur. Alors je crois que c'est très intéressant de réfléchir aux besoins des adolescents. Je crois d'ailleurs que c'est très intéressant de réfléchir aux besoins de tous les êtres humains, mais particulièrement, que sont ces besoins au moment de l'adolescence? Donc on va les reprendre selon la fameuse... il y a des classifications de besoins, hein, sans faire forcément une espèce d'échelonnage comme le fait Maslow. On peut reprendre les différentes catégories de besoins. Alors évidemment, les besoins physiologiques, on parle de besoins physiologiques, manger, boire, dormir, respirer, évacuer, la sexualité, enfin tout ce qui maintient en vie le monde animal finalement. Tout être humain a ses besoins. Et chez l'adolescent, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il y a le développement de son corps, ce corps qui grandit, qui grandit, qui grandit. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup vraiment de nourriture. L'adolescent mange, l'adolescent a besoin aussi de se reposer parce que tout ça est très fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis l'adolescent a besoin aussi d'exercer ce corps, de se l'approprier. Donc par le sport ou par des expériences, il va prendre plus de risques, il va commencer à développer vous voyez, des choses beaucoup plus indépendantes et qui vont lui faire explorer ce corps. Évidemment, il y a aussi tout un système hormonal qui change et la sexualité s'éveille, ça arrive. Donc cette modification du système hormonal provoque un besoin qui va jouer beaucoup dans les conséquences de ce que va vivre l'adolescent. Il y a aussi, chez tout être humain, des besoins de sécurité. Donc, tout être humain a besoin de savoir que le contexte est suffisamment connu, qu'il y a une absence de menace trop importante, et que finalement, je ne sais pas, même avec tout ce qui se passe des fois actuellement, il y a des adultes qui n'osent plus faire ceci, faire cela. Bon. C'est même le propre du terrorisme, hein, de semer la terreur, tellement le besoin de sécurité est un besoin fondamental. Chez l'adolescent, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'adolescence est une période vraiment de grande peur, parce que
l'adolescent sort de ce monde dont on parlait déjà, de ce monde sécurisé, du cocon, de l'enfance où il ne se posait pas de questions sur l'avenir. Et là, il va commencer à se demander mais oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Il commence à avoir une idée du futur. Il commence à avoir l'idée que tout ne lui sera pas donné, que finalement le monde n'est pas simple. Et donc il commence à se poser des questions, et ces questions peuvent devenir très angoissantes. Il se demande qu'est-ce qu'il va faire, comment il va travailler, que tout n'est pas donné, etc. Et c'est en même temps le moment où on lui demande de faire des études, donc d'être vraiment très concentré, et il n'est pas toujours évident pour lui de faire le lien entre les études qu'il suivit. Il n'est pas toujours évident pour lui. Et il n'est pas toujours évident pour lui de faire le lien entre les études qu'il suit, ou qu'on l'oblige à suivre quelquefois, et ce qu'il en fera ensuite. Je recevais hier un adolescent de 12 ans, un tout jeune, qui justement savait qu'il fallait aller au collège. Il ne remettait ça pas en cause, mais il se demandait finalement ce qu'il allait en faire. Il se demandait si finalement tout ce qu'il apprend allait lui servir. Donc il est dans cette insécurité du maintenant et de l'après. Il a aussi une peur qui est importante, c'est la peur d'être conforme, et de manière antagoniste, la peur de ne pas être conforme. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est tout à fait lié à son besoin de sa recherche d'identité, c'est comment qui va-t-il être? Donc ces peurs qu'il agite, est-ce que je dois être comme? Est-ce que je dois être moi? Est-ce que je dois être comme les autres? Est-ce que je peux me distancier? Et on verra à ce moment, tout à l'heure, les implications dans sa vie quotidienne. Il a aussi beaucoup peur de décevoir, parce que quelquefois il peut provoquer, mais parce qu'il a un malaise, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne tient pas à l'approbation, à la fierté de ses parents, au fait que ses parents puissent le féliciter, ou d'autres adultes qui seront des références solides, qui l'auront vraiment rendu fier de lui. Et ça nous amène, au besoin d'estime et de reconnaissance. Tout être humain a des besoins d'estime et de reconnaissance, c'est-à-dire avoir des retours positifs sur soi-même, sur ses actions, sur ses entreprises. Ça, c'est aussi que vous, moi, nous avons tous ces besoins, se dire on a quand même une certaine valeur. Qu'est-ce que ça donne chez l'adolescent? Eh bien, après papa, maman, finalement, est-ce que un autre va me choisir? Est-ce que je vais être aimé, estimé, choisi pour ce que je suis, et pas parce que je suis le fils d'eux? Est-ce que dans le monde extérieur, quelqu'un va me dire « oui, tu vaux quelque chose ». Ça sera une validation très très importante. C'est Jean-Marie Rouard de l'Académie française qui disait dans une conférence que j'appréciais beaucoup, l'amour, cette justice qu'on nous rend enfin. Et l'adolescent le vit vraiment plein pot, cette histoire-là. Il a besoin de savoir s'il est aimé. Et ça peut l'entraîner d'ailleurs dans des pièges, parce qu'il peut répondre à une demande en achetant l'amour ou en espérant être aimé, tellement sans avoir de repères importants. On parlera plus tard du rôle des adultes par rapport à ce sujet si délicat à l'adolescence, de ce besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre que la cellule familiale. Mais c'est quand même très important de construire cette confiance en soi de l'adolescent, donc du futur adulte, parce que
comment je peux savoir si je suis aimable si je ne suis pas aimée? Comment je peux savoir si je suis estimable si je ne suis pas estimée? Comment savoir si je peux si je ne réussis pas? Tout ça, c'est vraiment le socle de la confiance en soi du futur adulte. Et un autre domaine de besoins fondamentaux, ce sont les besoins d'épanouissement. Là aussi, vous, moi, tous, nous avons besoin d'inventer, de créer, de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être notre propre... enfin, vraiment de produire les fruits de notre arbre même, et d'être ainsi créatif dans ce qui est vraiment bon pour nous. Chez l'adolescent, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il va beaucoup rêver, cet adolescent. Il va refaire le monde. Et quelquefois, on lui dit « mais t'as pas fini de rêvasser comme ça ?» Mais non, il rêvasse pas, mais non, il glandouille pas. Il réfléchit et il est en train d'imaginer, de créer le monde dans lequel il a envie de vivre. Et c'est tout à fait légitime. Et c'est un besoin. Il a besoin d'accomplir, il a besoin d'oser, il a besoin d'imaginer. Et quelquefois, il peut en être empêché par un discours raisonnable, mais qui peut être aussi tellement réducteur et démotivateur pour lui. Si on lui dit « mais t'as fini de rêvasser ?» Oui, même pas en rêve, n'essaye même pas de penser à ça, fais d'abord ton travail, puis on verra après. C'est un discours que l'adolescent ne peut pas entendre, tellement il a besoin d'imaginer. Alors on verra tout à l'heure comment justement accueillir ce besoin sans forcément faire rêver et faire décoller de la réalité l'adolescent, et comment arriver à le faire atterrir, mais en douceur et pas d'une manière brusque ou cassante. L'adolescent peut entendre un message qui peut être aussi assez difficile pour lui, c'est-à-dire que certains parents ou certains éducateurs peuvent dire à l'adolescent « je te demande rien, je te laisse beaucoup de liberté, il n'y a qu'une chose, je te demande juste d'être heureux ». Il faut savoir que l'adolescent, surtout lorsqu'il est jeune, entend le être heureux comme être heureux, c'est-à-dire, voilà, c'est 100%. Et on sait quand même très bien que la vie, bon, il y a des hauts, des bas, des moments de joie, des moments de réussite, des moments de difficulté. L'adolescent n'est pas toujours encore apte à faire ces nuances. Et donc, si il va traverser une difficulté, il peut se dire « mes parents m'ont laissé libre et je ne suis même pas capable d'être heureux ». Et ça peut le rendre très très mal à l'aise parce qu'il n'y a pas la possibilité pour lui de comprendre que finalement c'est pas si simple que ça. Donc l'accompagnement des parents, là aussi, on reverra plus tard, un peu plus loin dans ces vidéos, comment tenir compte de cette problématique qui est super importante pour les jeunes. Ils recherchent le bonheur, comme nous tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur quand on est parent? Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur quand on est éducateur? Quelle représentation chacun peut avoir de tout ça? Et quelles embrouilles ça peut faire dans la communication quand on n'est pas au clair? Alors, nous allons bien entendu avoir à parler du rôle de l'adulte vis-à-vis de l'enfant et de l'adolescent, et j'aimerais aborder cela sous l'angle de l'autorité. Il y a plein d'autres angles bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que faire autorité vis-à-vis de cet adolescent? Bien entendu, pourquoi l'adulte peut-il être légitime à faire autorité? Je pense que avant de voir comment faire autorité, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo, beaucoup plus longue, je pense qu'ici on peut parler de la pertinence
de l'exercice de l'autorité par les adultes. Parce que l'adulte a des responsabilités. Et je vais faire la différence entre être autoritaire et faire autorité. Vraiment, comment, justement, pouvoir être accepté de la même manière que nous-mêmes, nous acceptons l'autorité de certaines autres personnes. On verra pourquoi et comment. De la même manière, l'adolescent va accepter notre autorité à condition que justement nous puissions le faire d'une manière légitime et pertinente. Donc, l'adulte a des responsabilités, nous disions, d'abord la responsabilité de protéger. Protéger ce jeune. Tant qu'il n'est pas capable de le faire lui-même, c'est impératif. Et par exemple, lorsqu'il y a des harcèlements, etc., on ne doit pas dire à un adolescent « débrouille-toi », etc. Il est vraiment impératif que les adultes protègent l'enfant et le jeune adolescent. Bien entendu, l'adulte doit aussi prendre soin de l'adolescent, de l'enfant, et lui fournir ce dont il a besoin. Il doit aussi lui apprendre des savoirs et des savoir-faire. Et ça, vraiment, l'enfant, l'adolescent est curieux, comme nous. Nous aimons découvrir, nous aimons trouver des choses nouvelles et être étonné par le monde. L'adolescent aussi, bien entendu. Mais ce que nous n'aimons pas, nous, et ce que l'adolescent n'aime pas non plus, c'est d'être contraint de découvrir ce qu'on veut nous faire découvrir. On voit déjà hein, la difficulté par rapport à la réalité de la vie de l'adolescent. Il me semble que l'une des missions les plus importantes des adultes vis-à-vis des adolescents, c'est d'accompagner la maturation de ce cerveau qui devient de plus en plus connecté, nous le disions, et donc dans ce sens, d'apprendre à l'enfant à penser, à réfléchir, à décider. Et au lieu de lui imposer des choses en lui disant c'est comme ça parce que, et tu dois faire ça, et donc d'arriver à dresser un enfant, des fois à coup de punition, à coup d'obligation, etc., on peut obtenir. Mais j'ai l'habitude de dire que la punition obtient dans le pire des cas ce qu'elle vise, c'est-à-dire la soumission, ou ce qu'elle ne vise pas, c'est-à-dire la rébellion. Il me semble donc bien préférable d'apprendre à l'enfant à se servir de ses nouvelles capacités, c'est-à-dire tout ce qui va concerner hein, le cerveau, le cortex, ses possibilités de réfléchir. Et donc de lui poser des questions, d'exercer sa réflexion, au lieu de lui dire c'est comme ça parce que, c'est de lui dire est-ce que tu pourrais avoir une idée de, et si tu avais un avis sur ça, ce serait lequel? C'est-à-dire, au fur et à mesure, exercer sa pensée, exercer sa réflexion, c'est-à-dire commencer à lui poser des questions philosophiques sur la vie, des questions philosophiques, existentielles. Ça me semble tout à fait essentiel. L'adulte doit aussi lui apprendre à être connecté à son ressenti et à ses émotions. C'est-à-dire que comment on va comprendre ce dont il a besoin émotionnellement et comment on va l'aider à être en contact avec ses émotions. Comment on va, justement, pour l'aider à prendre des décisions pertinentes, à la fois l'aider à prendre ses références par la pensée, mais aussi à prendre ses références en fidélité à lui-même. Vous savez, il nous arrive de dire « au fond, je sais bien ». Parce qu'au fond de nous, nous savons bien. Mais est-ce que nous sommes toujours dans la disposition
d'aider un enfant ou un adolescent à aussi prendre contact avec lui-même, en lui donnant un message tout simple, par exemple. N'oublie jamais de réfléchir, mais n'oublie jamais aussi de te poser cette question. Est-ce que tu sens, au fond de toi, que cette décision est juste, et saine, et bonne pour toi? Est-ce que tu le ressens vraiment? Et là, vous voyez, on a toutes les chances d'aider l'adolescent à ne pas être dans l'immédiat, dans l'éruptif, dans le... Vous voyez, qui est un peu le propre de l'adolescent, et de l'amener à cette réflexion, à cette double réflexion, la réflexion de la pensée et la réflexion sur le ressenti. Être proche de ses émotions, être aussi dans la possibilité de réfléchir. Il me semble que l'adulte a aussi comme mission d'apprendre à l'enfant à être en relation avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut développer chez lui des capacités d'empathie. Et ça va avec l'empathie avec lui-même. C'est-à-dire quand on se comprend et quand on a confiance en soi et en son ressenti, dans le même élan, on peut développer aussi chez les enfants, chez les adolescents, des capacités d'empathie. C'est-à-dire de petit à petit lui dire, à ton avis, comment l'autre peut vivre cette situation, sans jugement, sans moralisation. C'est-à-dire que je bien dis, à ton avis, comment il peut ressentir, et pas, et à ton avis, comment il peut ressentir ça, hein, tu y as pensé un peu? Là, on apporterait quelque chose qui serait de la critique, et qui annihilerait le positif de notre message. Donc c'est vraiment dans une ouverture et dans la bienveillance qu'on va poser ce genre de questions, et surtout pas dans le jugement et dans la moralisation. Ça me semble essentiel aussi. Et enfin, tout ça nous emmène et emmène les adultes à aider l'enfant, l'adolescent, à trouver une place dans la société, à y trouver une place confiante, respectueuse de lui-même, respectueuse des autres. Et donc, lorsque on édifie une base de confiance en soi solide, pas de la confiance en soi qui est là, mais de la vraie confiance en soi tranquille, la sérénité tranquille, la force tranquille, eh bien, on ne voit jamais quelqu'un de vraiment confiant en lui devenir violent. Donc il me semble que tout ça prépare une société future paisible, collaborative, coopérative et vraiment très agréable à vivre. C'est ce que je souhaite aux adolescents d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Et enfin, j'ai laissé pour la fin l'un des besoins fondamentaux tellement prégnant pour l'adolescent, qui est un besoin, encore une fois, de tout être humain, qui est le besoin d'appartenance. Nous avons besoin d'un groupe amical, nous avons besoin d'un groupe familial, nous avons besoin de faire partie d'une société. Ça, c'est un besoin vraiment reconnu et universel. Qu'est-ce que ça devient chez l'adolescent? Encore une fois, l'adolescent qui sort du cocon familial a particulièrement besoin de créer ce nouveau groupe. Et on voit à quel point la bande, c'est vraiment fondamental à l'adolescence. Il en a besoin, il a besoin d'aller trouver sa place dans le monde, hein, sa place dans l'horizontalité, encore une fois, après la place dans la verticalité, qui était une place naturelle de ses origines. Et là, la bande, c'est quelque chose, on ne peut pas relativiser l'importance de ce groupe amical, et ça occasionne évidemment toute la joie possible pour l'adolescent, quand justement il trouve sa place dans ce groupe, mais ça cause aussi bien des problématiques lorsque, pour désespérément faire partie d'une bande, il va devoir se plier à tous les rites,
à toutes les obligations, à tous les codes qui sont décidés par quelqu'un, positif ou négatif. Ça peut être un gourou positif qui va l'amener vers quelque chose de bon pour lui et d'épanouissant. À ce moment-là, c'est pas un gourou, c'est une influence. Mais ça peut être aussi un gourou qui peut avoir le même âge ou qui peut être plus âgé, qui va le diriger à cause de ce besoin d'appartenance vers des choix qui seront des choix très très nocifs en jouant de ce besoin d'appartenance. Là aussi, nous verrons plus tard que faire en tant qu'adulte responsable de ce besoin d'appartenance des adolescents.